Avant la guerre, une nouvelle force fut créée en Allemagne avec un objectif clair, exterminer les ennemis intérieurs. Elle ne naquit pas sur les champs de bataille, mais dans les camps de concentration. Ses membres n'étaient pas des soldats ordinaires, mais des gardiens formés pour obéir sans poser de questions et pour tuer sans remords. Sous le commandement de Theodor Eicke, la Totenkopfverband se consolida comme la force de choc du régime nazi. La sélection était brutale. Âge, taille, pureté raciale et fanatisme idéologique étaient obligatoires. Leur entraînement incluait des punitions physiques, une humiliation systématique et un endoctrinement politique. Leur symbole, la tête de mort, cessa de représenter la valeur militaire pour devenir une marque de la terreur organisée. Pourquoi Hitler et Himmler ont-ils misé sur la transformation de geôliers en une force militaire? Qu'est-ce qui les différenciait des troupes régulières de la Wehrmacht? Et comment leur entraînement dans les camps influençait-il leur brutalité sur le champ de bataille? Forgée dans le sang, la naissance mortelle de la Totenkopf. L'histoire de la division Totenkopf ne commence pas sur les champs de bataille, mais dans les sombres couloirs des camps de concentration du Troisième Reich. Le symbole du crâne et des tibias croisés, loin d'être une innovation nazie, avait ses racines dans des traditions militaires remontant au XVIIIe siècle. Des régiments prussiens d'élite, des troupes russes durant la Première Guerre mondiale et même des unités polonaises avaient utilisé des variations de cet emblème pour représenter le courage, le sacrifice et une familiarité méprisante avec la mort. Cependant, sous le régime nazi, il allait acquérir une signification entièrement différente. Theodor Eicke, vétéran de la Première Guerre mondiale et membre précoce du parti nazi, était tombé en disgrâce au début des années 30 pour des épisodes d'instabilité émotionnelle et des querelles internes. Sa rédemption vint lorsque Heinrich Himmler, alors chef émergent des SS, le désigna comme l'homme idéal pour réorganiser le système des camps de concentration allemands. En 1933, après l'incendie du Reichstag, alors que des centres de détention étaient établis pour les ennemis politiques du régime, Eicke reçut le commandement du camp de Dachau, qu'il allait transformer en modèle pour l'ensemble du système. La méthodologie d'Eicke transforma Dachau grâce à un système de discipline militaire impitoyable. Les gardiens qui ne montraient pas une obéissance absolue étaient expulsés sans ménagement. Pour lui, ses subordonnés n'étaient pas de simples geôliers, mais des soldats politiques de la Nouvelle-Allemagne. En 1934, dans le cadre de ces réformes, il choisit l'emblème Totenkopf comme symbole de sa force spéciale, la représentation parfaite de sa mission, être l'instrument de la mort de l'ennemi intérieur. La nouvelle unité reçut le nom officiel de SS Totenkopfverband, unité de la tête de mort des SS. Sous son égide, un système fut établi où les gardiens furent organisés en 6 bataillons, chacun assigné à un des camps opérationnels, nommés selon leurs régions respectives, SS Oberbefehlshaber pour Dachau, SS Brandenburg pour Sachsenhausen et SS Thüringen pour le vaste camp de Buchenwald. Les critères de sélection pour les gardiens dépassaient même les normes strictes des autres formations SS. Le 4 octobre 1932, Himmler avait établi 2 conditions fondamentales pour rejoindre les SS. Être des hommes grands avec des traits raciaux excellents et répondre à des critères physiques spécifiques tels qu'une taille minimale d'1,70 m et une limite d'âge de 30 ans. Lorsque Hitler prit le pouvoir en 1933, l'afflux massif de candidatures permit à Himmler de relever encore ses exigences. Taille minimale d'1,74 m, âge maximal abaissé à 23 ans et vue parfaite obligatoire. Un certificat de bonne conduite de la police était également requis. Pour le Totenkopfverband, les exigences étaient encore plus extrêmes. Âge entre 17 et 22 ans, taille minimale d'1,78 m, examens médicaux rigoureux et documentation généalogique prouvant une pureté raciale, remontant au moins à 1750. Ces critères stricts, comme l'a souligné l'historien Charles Sidnor, renforcèrent la perception des SS comme un ordre exclusif au sein de la hiérarchie nazie. Sepp Dietrich, commandant de la Leibstandarte Adolf Hitler, alla jusqu'à stipuler que ces recrues ne devaient avoir aucun plombage dentaire. Contrairement à la Wehrmacht, où la compétence technique était valorisée, dans le Totenkopfverband, la loyauté idéologique et le fanatisme racial primaient.
La brutalisation faisait partie intégrante de la formation. Exercices exténuants, humiliations rituelles, punitions collectives et endoctrinement politique incessant. Ce processus transformait les gardiens en hommes insensibles, convaincus de leur mission supérieure et prêts à obéir aux ordres sans questionnement. En 1936, Hitler autorisa officiellement l'expansion des forces armées des SS. Himmler en profita pour augmenter les effectifs du Totenkopfverband de 1800 à 3500 hommes. Dans un décret soigneusement rédigé, il permit à ces unités de former une force armée permanente pour des tâches de police intérieure et de garde des ennemis du Reich. Cependant, Himmler et Eicke interprétèrent cette autorisation comme la graine d'une future armée politique capable de rivaliser avec la Wehrmacht en pouvoir et prestige. Pour éviter de provoquer le haut commandement militaire, les Totenkopf restèrent officiellement sous la juridiction administrative de l'Office central SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WWHA, une manœuvre bureaucratique destinée à dissimuler leur véritable objectif. Le financement provenait du ministère de l'Intérieur, garantissant qu'ils n'apparaissent pas comme une force rivale de l'armée régulière. L'Anschluss, annexion de l'Autriche, en 1938 offrit à la Totenkopfverband sa première occasion d'agir en dehors des camps. Les bataillons défilèrent dans Vienne et d'autres villes, non pas comme des conquérants militaires, mais comme des forces d'occupation idéologique. Ce déploiement renforça leur réputation de fanatiques impitoyables. Cette même année, un 4e régiment fut formé, le SS Totenkopfstandarte Ostmark, chargé de surveiller le camp nouvellement établi de Mauthausen près de Linz. À mesure que la politique étrangère d'Hitler devenait plus agressive, Himmler positionna stratégiquement les SS armés comme un composant essentiel de l'appareil de sécurité allemand. Dans une déclaration de 1936, il proclama « Le rôle des SS est de garantir la sécurité de l'Allemagne de l'intérieur, tout comme la Wehrmacht garantit la sécurité de l'extérieur. » Cette vision trouva un écho favorable chez Hitler qui, à ce moment-là, avait déjà consolidé son contrôle sur les forces armées par des serments personnels de loyauté. Lors de la crise des Sudètes en 1938, Himmler exploita une faille juridique dans les dispositions officielles. La réglementation stipulait qu'en cas de mobilisation, les camps seraient gardés par des membres âgés de l'Allgemeine SS, libérant ainsi les unités motorisées Totenkopf pour fonctionner comme une force de police spécialisée sous son commandement direct. Le 15 octobre, il émit un ordre d'urgence pour le renforcement policier, activant les réservistes afin de prendre le contrôle des camps. Cette mesure permit de contourner les limitations imposées par Hitler et d'élargir considérablement la force Totenkopf. À la mi-1939, le Totenkopfverband avait atteint environ 22 000 hommes, équipés de milliers d'armes, allant de pistolets à des mitrailleuses lourdes. Cette croissance, triplée en moins d'un an, représentait une réussite remarquable, mais imposait également d'énormes défis logistiques à l'organisation d'Eicke. L'équilibre entre préparation militaire, endoctrinement idéologique et efficacité opérationnelle consommait des ressources sans précédent. En mai 1939, Hitler officialisa la taille du Totenkopfverband à 14 000 hommes, avec l'autorisation d'étendre jusqu'à 25 000 en cas de mobilisation. L'expansion rapide des SS en préparation à la guerre força des modifications des normes strictes de recrutement. En décembre 1938, Himmler reconnut que les exigences d'expansion nécessitaient des compromis, autorisant des défauts physiques mineurs tant qu'ils n'étaient pas de nature raciale ou eugénique. Ce réajustement marqua le début d'un changement dans l'identité des SS qui passait d'une force exclusive à une organisation au recrutement plus large. En août 1939, avec la guerre imminente, Himmler ordonna l'activation de toutes les unités de réserve. Les camps de concentration de Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen et Mauthausen furent reconvertis en centres logistiques où les unités Totenkopf s'équipaient pour le déploiement imminent. Après des années de préparation dans les sombres confins du système concentrationnaire, les hommes d'Eicke étaient prêts à transférer la terreur apprise dans les camps vers les champs de bataille d'Europe. Baptême de sang. La Totenkopf déchaînée en Pologne et en France. Le 1er septembre 1939, les colonnes blindées allemandes franchirent la frontière polonaise, déclenchant la guerre qui allait dévorer l'Europe pendant 6 ans. Parmi les formations avançant aux côtés de la Wehrmacht,
Les régiments des Waffen-SS représentaient l'avant-garde idéologique du régime nazi. La Leibstandarte Adolf Hitler et le SS Verfügungstruppe Deutschland s'engagèrent immédiatement dans la campagne, tandis que le régiment Germania resta en réserve. Pour le Totenkopfverband, l'invasion marqua un tournant fondamental dans son évolution. Les 3 régiments originaux de la Totenkopf, Oberbayern, Brandenburg et Thüringen, reçurent l'ordre de quitter leur caserne de Dachau, Sachsenhausen et Buchenwald respectivement pour une mission spéciale en Pologne. Hitler avait spécifiquement ordonné que ces unités opèrent derrière les lignes de front, sécurisant les routes de ravitaillement, pacifiant les territoires occupés et éliminant toute poche de résistance. Cette transition de gardien de camp à force militaire d'occupation représentait la concrétisation de la vision d'Eicke, transformer ces hommes de geôliers en soldats de l'empire racial allemand. Contrairement aux soldats réguliers, les hommes de la Totenkopf agissaient selon un code moral profondément altéré par des années d'endoctrinement idéologique. Ils ne se considéraient pas comme de simples militaires, mais comme des soldats politiques chargés d'imposer l'ordre racial et politique du Reich. Dans les localités polonaises, leur arrivée marquait le début de campagnes de terreur systématiques. Les archives historiques documentent des pillages planifiés, des déportations massives et des exécutions sommaires. La brutalité n'était pas accidentelle, mais partie intégrante de leur méthode, semer la terreur pour consolider la domination. Dans la région de Bydgoszcz, le régiment Brandenburg exécuta 800 Polonais suspects en à peine 2 jours. Le comportement brutal provoqua des plaintes officielles de l'armée régulière, toutes rejetées par la hiérarchie nazie. Les méthodes appliquées dans les camps de concentration furent transférées intégralement sur le champ de bataille. Mépris total des conventions de guerre, déshumanisation systématique de l'ennemi et recours immédiat à la force létale. Les SS Totenkopfverband participèrent activement à la destruction planifiée de l'élite intellectuelle polonaise. Sous l'action AB, Außerordentliche Befriedungsaction, des milliers de professeurs d'université, prêtres, médecins et officiers à la retraite furent arrêtés et exécutés dans une tentative délibérée de décapiter culturellement la nation polonaise. Les unités Totenkopf collaborèrent également avec les Einsatzgruppen dans la persécution des Juifs polonais, participant à des pogroms, des incendies de synagogues et des assassinats ciblés. Après cette sanglante initiation, en novembre 1939, Hitler autorisa la combinaison des divers régiments Totenkopf pour former une 3e division SS. La nouvelle formation faisait face à de sérieux problèmes de discipline malgré l'imposition brutale de l'obéissance par Eicke. Durant les premiers mois de 1940, l'unité subit un entraînement intensif pour sa transformation en division motorisée. Le manque de véhicules et d'équipements lourds força Eicke à improviser et à solliciter du matériel de diverses sources pour compléter les dotations réglementaires. En octobre 1939, la création des 3 premières divisions SS officielles, Verfügung, plus tard Das Reich, Polizei et Totenkopf, représenta un bond qualitatif pour les ambitions militaires d'Himmler. Ces formations furent désignées comme divisions motorisées, théoriquement parmi les unités les plus avancées de l'armée allemande. En réalité, la motorisation relevait davantage de l'aspiration que de l'efficacité. La majorité des divisions de la Wehrmacht dépendaient encore principalement du transport animal et de la marche à pied. Pour former la division Totenkopf, Eicke introduisit des modifications significatives par rapport à la structure standard de l'armée. Il organisa la division autour de 3 régiments d'infanterie motorisés au lieu des 2 habituels dans les formations de la Wehrmacht. Le personnel supplémentaire provenait des régiments existants de la Totenkopfverband et le régiment d'artillerie fut principalement complété par des hommes du SS Heimwehr Danzig, milice ayant participé à l'invasion de la Pologne. Prévoyant les pertes inévitables de la guerre, Himmler établit un système de bataillons de remplacement au sein du réseau des camps de concentration. Chaque régiment Totenkopf reçut un bataillon dédié, avec une compagnie assignée à chaque bataillon opérationnel. Ce système garantissait un flux continu de renforts idéologiquement compatibles. La division fut initialement assignée à la réserve de la 2e armée pour l'invasion de l'Ouest. Une semaine après le début des opérations, elle reçut l'ordre de passer à l'offensive. Avançant à travers le sud des Pays-Bas et de la Belgique vers la France,
elle rencontra une résistance significative au nord-est de Cambrai. Le 19 mai 1940, Eicke reçut l'ordre de se préparer à contrer les contre-attaques ennemies depuis le nord, puis fut dirigé par le 15e corps blindé vers la région de Cambrai, où la 7e division blindée de Rommel faisait face à une intense pression française. Eicke déploya son premier régiment d'infanterie sous le commandement du Standartenführer Max Simon, renforcé par des compagnies anti-chars, du génie et de l'artillerie. L'avance du régiment à travers la rivière Scarpe vers Cambrai et Arras rencontra une résistance féroce, particulièrement de la part des troupes marocaines françaises. Les combats maison par maison dans plusieurs villages furent brutaux, mais couronnés de succès pour les Totenkopf, qui parvinrent à déloger les défenseurs et à repousser les contre-attaques blindées ultérieures. Au 20 mai, ils avaient sécurisé les zones au nord et à l'est de Cambrai, capturant 16 000 prisonniers et une abondante quantité de matériel de guerre, permettant la poursuite de l'avance du 15e corps blindé. Les premières pertes au combat de la division furent de 16 morts et 53 blessés, tandis qu'ils revendiquaient avoir éliminé environ 200 soldats marocains. Simultanément, des éléments de la 2e division blindée atteignaient la Manche, isolant effectivement 40 divisions alliées, près d'1 million d'hommes, des principales forces françaises au sud. Ce corridor stratégique, bien que vulnérable par sa minceur, 50 à 65 km, nécessitait une consolidation immédiate. La Totenkopf fut positionnée entre la 8e division blindée au sud et la 7e de Rommel au nord, avec pour mission d'empêcher toute tentative de reconnexion entre les forces alliées séparées. Pendant 10 jours de combats intenses, entre le 19 et le 29 mai, la division subit 1140 pertes, dont 300 officiers, un coup sévère à sa structure de commandement et à son efficacité opérationnelle. Himmler, conscient de la nécessité de maintenir la division fonctionnelle, envoya 300 cadets partiellement entraînés depuis Bad Tölz comme renfort. C'est durant cette phase critique qu'eut lieu l'un des épisodes les plus infâmes associés à la division, le massacre de Le Paradis. Le 27 mai 1940, la 14e compagnie du 2e bataillon sous le commandement du SS Hauptsturmführer Fritz Knöchlein captura environ 100 soldats britanniques du 2e bataillon du Royal Norfolk Regiment. Après s'être rendus, les prisonniers furent conduits dans une grange, alignés contre un mur et systématiquement mitraillés. Les survivants furent achevés à la baïonnette. Seuls 2 soldats, Albert Pooley et William O'Callaghan, survécurent en se cachant sous les cadavres de leurs camarades. Leurs témoignages ultérieurs documenteraient ce crime de guerre. La nouvelle de l'atrocité se répandit rapidement parmi les unités allemandes proches. Le général Erich Höppner, commandant allemand en France, exprima sa volonté de destituer Knöchlein si l'exécution de prisonniers était confirmée. Toutefois, les enquêtes s'avérèrent infructueuses, possiblement en raison de l'affirmation de Knöchlein selon laquelle les Britanniques avaient utilisé des munitions Dum-Dum, interdites par la Convention de La Haye de 1899. Cette accusation, si elle était fondée, faisait des Britanniques des combattants illégaux qui perdèrent les protections accordées aux prisonniers de guerre. À partir du 14 juin, après la rupture des défenses françaises, la Totenkopf participa à la poursuite implacable des forces en retraite au sud de la Marne. La résistance organisée s'était en grande partie effondrée. Les affrontements restants émanaient de commandants locaux tentant de retarder l'inévitable. Près de Dijon, la 5e compagnie du 2e bataillon du 2e régiment affronta des troupes marocaines lors d'un combat au corps à corps particulièrement brutal, marqué par le refus de la Totenkopf de faire des prisonniers jugés racialement inférieurs. La division captura 6088 prisonniers entre le 17 et le 19 juin avec des pertes minimes, et le 20 juin, son bataillon de reconnaissance obtint la reddition de 1300 soldats français supplémentaires. Le 22 juin, la France capitula officiellement. La division demeura en France, affectée à des tâches d'occupation près de la frontière espagnole pendant près d'1 an. La campagne de France démontra que la Totenkopf, malgré ses origines, pouvait fonctionner comme une formation militaire conventionnelle. Ses troupes montrèrent une résistance remarquable sous le feu et une détermination au combat. Toutefois, les pertes, 1152 hommes, soit 10% de ses effectifs, révélèrent des déficiences tactiques chez des officiers inexpérimentés prenant des risques excessifs. Plus préoccupante encore était la normalisation de comportements criminels
tels que l'exécution de prisonniers britanniques à Le Paradis ou le refus systématique d'accepter la reddition des troupes coloniales. L'expansion des Waffen-SS après la campagne française eut des conséquences imprévues pour le contrôle d'Eicke sur sa division. Himmler centralisa le processus de recrutement et de remplacement sous Gottlob Berger, chef du bureau de recrutement des Waffen-SS. Le système de remplacement issu des camps de concentration fut reconfiguré en réserve générale pour toutes les formations SS. Eicke perdit le contrôle direct de la sélection de ses propres renforts. Cette perte d'autonomie provoqua un conflit immédiat. Durant l'été 1940, Eicke s'opposa ouvertement au bureau de Berger concernant la qualité des remplaçants reçus, se plaignant qu'il comprenait des criminels et des individus racialement inférieurs qui compromettraient l'élite Totenkopf. Il ordonna au médecin et expert racial de sa division, Wilhelm Wender, d'examiner minutieusement tous les recrues et au commandant d'enquêter sur les antécédents criminels. Cet examen rigoureux mena Eicke à rejeter 500 des 700 remplaçants affectés. Berger, frustré, souligna que ces hommes avaient déjà passé un examen racial lors de leur sélection initiale pour les SS et ordonna de cesser ces évaluations supplémentaires. Eicke, usant de son statut de membre de la vieille garde, désobéit ouvertement, niant faussement l'existence de telles directives et poursuivant le rejet des recrues sous divers prétextes. Bien qu'il ait temporairement prévalu, cette insubordination eut des conséquences. La direction des SS, méfiante de son indépendance croissante, commença à l'éloigner du système concentrationnaire, limitant son influence autonome. Ce conflit autour de la pureté des remplaçants marqua le début du déclin de son autorité au sein de la hiérarchie SS, un processus qui se poursuivrait jusqu'à sa mort sur le front russe. Eicke utilisa l'année entre la campagne de France et l'invasion de l'Union soviétique pour transformer en profondeur sa division. Il restructura les régiments d'infanterie motorisés en Kampfgruppen, groupes de combat, avec une flexibilité opérationnelle accrue, incorpora des capacités antiaériennes élargies et de l'artillerie lourde de 150 mm. Il établit un bataillon de réserve motorisé exclusif comme principale source de remplacement, compensant partiellement la perte d'accès au personnel des camps de concentration. Fidèle à sa vision idéologique, Eicke mit en œuvre un vaste programme d'endoctrinement politique durant l'hiver 1940-41, combiné à un entraînement physique et tactique extrêmement rigoureux. La division préparait ses hommes spécifiquement pour le combat en Union soviétique, en mettant l'accent sur les opérations dans les forêts et villages sous des conditions climatiques extrêmes. Ce programme intensif se poursuivit jusqu'aux dernières semaines précédant Barbarossa, lorsque les premiers trains transportant la Totenkopf partirent vers la frontière soviétique. La division issue de la terreur concentrationnaire était prête pour sa véritable épreuve du feu. La tempête rouge, la Totenkopf face au colosse soviétique. L'aube du 22 juin 1941 marqua le début de la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Plus de 3 millions de soldats allemands et de leurs alliés franchirent la frontière soviétique, lançant l'opération Barbarossa. La division SS Totenkopf, après une année de préparation intense, fut affectée au groupe d'armée nord du maréchal Wilhelm Ritter von Leb, précisément sous le 4e groupe blindé d'Erich Hoepner. L'intégration ne fut pas aisée. Hoepner, qui avait déjà commandé au-dessus de la Totenkopf en France, nourrissait une profonde méfiance envers Eicke et sa division. Cette animosité résultait autant de différends personnels que de la rivalité institutionnelle entre la Wehrmacht et la Waffen-SS. Par conséquent, il relégua la Totenkopf à la réserve initiale au lieu de l'inclure dans la première vague offensive. Avant le déploiement, Eicke réunit ses officiers pour leur exposer la nature idéologique de la campagne à venir. Il présenta l'invasion comme un combat existentiel entre le national-socialisme et le bolchevisme, soulignant son caractère impitoyable. Selon des témoignages, Eicke transmit l'ordre du Führer d'exécuter immédiatement tous les commissaires politiques soviétiques capturés, quelle que soit la situation. Il rappela à ses hommes que les soviétiques n'avaient pas signé la Convention de Genève et ne traiteraient pas les prisonniers selon les normes occidentales. La Totenkopf, déclara-t-il, combattrait sans concession pour la survie même du peuple allemand. Initialement assignée au 56e corps blindé de Manstein, la Totenkopf reçut pour mission de protéger les flancs
et de maintenir le contact avec la 16e armée lors de l'avance vers la ligne Staline, un système défensif soviétique situé à la frontière pré-1939. Les premières rencontres avec l'armée rouge semblaient confirmer la propagande nazie sur l'infériorité militaire soviétique. Formation désorganisée, officiers incompétents et troupes mal équipées. Cependant, cette perception changea radicalement à mesure que l'unité progressait en territoire soviétique. À Dagda et Ostrov, la Totenkopf fit face à des contre-attaques coordonnées soutenues par des chars lourds KV-1 et KV-2 contre lesquels la majorité des armes anti-chars allemandes s'avéraient inefficaces. Seule l'artillerie concentrée permettait de les arrêter. Durant ces affrontements, Eicke lui-même fut grièvement blessé et céda temporairement le commandement au SS Brigadeführer Kleinheisterkamp. La division parvint finalement à percer la ligne Staline, mais à un coût élevé, environ 10% de sa force combattante. Sous le commandement intérimaire du Brigadeführer Gorlitz, la Totenkopf livra ses combats les plus acharnés dans les forêts denses et marécageuses, proches du lac Ilmen. Le terrain difficile neutralisait les avantages technologiques allemands et favorisait les tactiques défensives soviétiques d'infiltration et d'embuscade. Malgré ces obstacles, la division avança jusqu'à la ligne Luga, dernière ligne défensive soviétique avant Leningrad. Là, après des succès initiaux, elle se heurta à la réalité du réveil militaire soviétique. D'énormes contre-attaques menaçaient de séparer les groupes d'armées nord et centre. La Totenkopf joua un rôle clé dans la manœuvre de contre-offensive conçue par Manstein, infligeant de lourdes pertes aux forces soviétiques et coupant leur voie de retraite au sud du lac Ilmen. En septembre, les positions défensives de la Totenkopf près de Luchno devinrent l'épicentre de combats intenses. La division, significativement affaiblie, résista face à des forces numériquement supérieures grâce à des actes individuels de bravoure exceptionnels. Le SS Sturmmann Fritz Christen se distingua lorsqu'il opéra seul un canon anti-char Pak 38 pendant 3 jours, après avoir perdu tous les membres de son unité. Lorsque les renforts arrivèrent, ils trouvèrent Christen entouré d'environ 100 cadavres ennemis et 13 chars soviétiques détruits. Hitler lui remit personnellement la croix de chevalier. La résistance d'unités comme la Totenkopf permit une stabilisation temporaire du front, mais en décembre 1941, l'avance allemande s'était définitivement arrêtée. L'hiver russe, avec des températures atteignant moins 40 degrés Celsius, paralysa les équipements mal préparés pour des conditions arctiques. Simultanément, le maréchal soviétique Georgi Zhukov lança une vaste contre-offensive près de Moscou avec des divisions sibériennes et des chars T-34 fraîchement produits. Le groupe d'armées centre battait en retraite dans le désordre, ne se stabilisant que sur ordre direct d'Hitler, interdisant tout repli. L'offensive hivernale soviétique visait également les forces allemandes au sud du lac Ilmen, tentant d'encercler totalement le groupe d'armées nord. La Totenkopf, détectant une concentration ennemie, fortifia précipitamment ses positions avec des unités voisines. En janvier 1942, la 16e armée, y compris la Totenkopf, fut complètement encerclée dans la poche de Demiansk. Les forces soviétiques percèrent profondément, dépassant les divisions allemandes adjacentes et piégeant environ 100 000 soldats dans une zone boisée au sud-ouest du lac Ilmen. La Totenkopf fut placée au centre de l'effort défensif, étendant ses unités sur des secteurs en voie d'effondrement. Les conditions à l'intérieur du périmètre représentaient l'extrême limite de la résistance humaine. Le sol marécageux gelé empêchait l'excavation de fortifications adéquates. Les lignes de ravitaillement terrestre étant totalement coupées, l'approvisionnement dépendait exclusivement du pont aérien pour les munitions, la nourriture et les médicaments. La Luftwaffe organisa un pont aérien héroïque mais insuffisant. Les rations furent réduites à des niveaux de simple survie. Eicke, partiellement rétabli de ses blessures, reprit le commandement et coordonna personnellement les opérations. Il se déplaçait entre les secteurs critiques à bord de véhicules semi-chenillés, souvent sous le feu direct. Sa présence constante et son commandement inflexible maintenaient la cohésion parmi les troupes épuisées. Il institua une politique impitoyable. Toute tentative de retraite non autorisée ou de reddition était punie par exécution immédiate, qu'il supervisait personnellement. La Totenkopf fut divisée en 2 groupes de combats principaux
luttant de manière semi-indépendante en raison de communications limitées. À la suite d'une intervention personnelle de Himmler, elle reçut 400 remplaçants envoyés par voie aérienne. À la fin du mois de mars, la division avait perdu près de 13 000 hommes et 11 de ses membres avaient été décorés de la Croix de Chevalier pour des actes de bravoure exceptionnels. Au début d'avril 1942, une opération de sauvetage allemande ouvrit enfin un corridor terrestre étroit vers la poche. Les forces de la Totenkopf jouèrent un rôle crucial en maintenant ce lien précaire pendant plusieurs semaines, permettant l'évacuation progressive des blessés et l'entrée de ravitaillement. Les combats se poursuivirent sans relâche, et en août, l'effectif de la division était réduit à seulement 2700 hommes. En novembre 1942, après près d'un an de combats ininterrompus, les restes de la division furent retirés du front et transférés en France pour repos et reconstitution. Durant cette période, la Totenkopf fut élevée au statut de division Panzergrenadier, recevant un équipement blindé supplémentaire. Le noyau survivant de vétérans aguerris forma la base de la reconstruction, complété par de nouvelles recrues, certes moins expérimentées. Himmler alloua des ressources prioritaires pour restaurer la capacité opérationnelle de cette formation emblématique. Des chars Tiger et d'autres armes avancées furent intégrés, bien que d'importantes lacunes subsistaient en matière de formation et de cohésion des unités. Au début de 1943, la division retourna sur le front de l'Est, rejoignant le tout nouveau premier corps blindé SS. Eicke, conscient des lacunes, obtint un court délai pour renforcer sa préparation. Lorsqu'elle arriva finalement sur le front, elle fut intégrée à la contre-offensive dirigée par Manstein pour reprendre Kharkov, ville stratégique perdue lors de l'offensive hivernale soviétique après le désastre de Stalingrad. Le 26 février 1943, alors qu'il effectuait une reconnaissance aérienne à bord d'un Fieseler Storch pour localiser un régiment panzer perdu, Eicke fut abattu par un tir au sol soviétique près du village de Mikulino. Il mourut instantanément avec le pilote. La nouvelle causa une profonde onde de choc au sein de la division. Des soldats traversèrent les lignes ennemies pour récupérer son corps, témoignage de l'impact personnel qu'il exerçait sur ses hommes. Cette mort marqua la fin d'une époque pour la Totenkopf. Eicke n'était pas simplement un commandant militaire. Il incarnait l'esprit même de la formation, fanatisme idéologique, discipline impitoyable et loyauté absolue envers le national-socialisme. Hitler honora Eicke à titre posthume en renommant le 6e régiment Panzergrenadier en Theodor Eicke et en autorisant un brassard commémoratif. Après la mort d'Eicke, le commandement passa à Hermann Priess, ancien commandant de l'artillerie de la division. Sous sa direction, la Totenkopf entama une transition progressive vers une formation militaire plus conventionnelle, sans pour autant renoncer entièrement à son empreinte idéologique d'origine. Cette évolution reflétait davantage des nécessités pratiques du front qu'un changement philosophique. La survie exigeait une adaptation au combat moderne face à un ennemi de plus en plus sophistiqué. La division joua un rôle décisif dans les phases finales de la 3e bataille de Kharkov, en mars 1943. Aux côtés de Das Reich et de la Leibstandarte, elle mena une série de manœuvres qui encerclèrent et anéantirent les forces soviétiques, bloquant l'avancée allemande. Tandis que Das Reich et Totenkopf repoussaient les unités soviétiques en retraite, la Leibstandarte fermait les voies de repli, aboutissant à la destruction de la 25e division de fusiliers de la garde soviétique à Tchougouïev. Cette contre-offensive coordonnée permit une stabilisation temporaire du front sud et offrit à Hitler un succès militaire nécessaire après le désastre de Stalingrad. L'offensive démontra que les formations SS conservaient une capacité offensive meurtrière lorsqu'elles étaient employées de manière coordonnée. Cependant, le succès tactique ne pouvait compenser la réalité stratégique. Tandis que les Soviétiques remplaçaient rapidement leurs pertes, les ressources allemandes s'épuisaient inexorablement. Les décisions ultérieures d'Hitler révélèrent une surestimation fatale de ses victoires temporaires. Au lieu de consolider des positions défensives viables, il concentra son attention sur le saillant de Koursk, une avancée du front qui s'étendait vers les lignes allemandes, le percevant comme une occasion de porter un coup décisif susceptible d'inverser le cours de la guerre à l'Est. Koursk, la dernière charge de la Totenkopf. Au printemps 1943, après l'hiver le plus sanglant du front de l'Est,
le haut commandement allemand faisait face à un dilemme stratégique fondamental. La défaite catastrophique de Stalingrad avait irrémédiablement modifié l'équilibre des forces. L'armée rouge, gagnant en confiance et en capacité, exerçait une pression constante sur les lignes allemandes étendues. L'Allemagne devait-elle abandonner les territoires conquis à grand prix et établir des lignes défensives raccourcies pour préserver ses ressources décroissantes, ou tenter de reprendre l'initiative par une offensive audacieuse susceptible d'inverser le cours soviétique? Hitler, refusant toute stratégie impliquant la cession volontaire de territoire, opta pour la seconde solution. L'objectif, le saillant de Koursk, une protubérance de 160 km qui s'avançait vers les positions allemandes. En éliminant cette avancée par une attaque coordonnée depuis le nord et le sud, Hitler espérait détruire les concentrations soviétiques, raccourcir le front et reprendre l'initiative stratégique. Cette décision, codifiée sous le nom d'Opération Citadelle, représentait un pari maximal avec des ressources en diminution. Pour concentrer la puissance de choc nécessaire, les meilleures divisions disponibles, y compris les formations Panzer SS, furent affectées à cette offensive. La Totenkopf, aux côtés de la Leibstandart et de Das Reich, forma le noyau du deuxième corps blindé SS sous Paul Hauser, qui constituerait la pointe de l'attaque depuis le secteur sud. Pendant les mois de préparation, ces divisions reçurent une priorité absolue dans la distribution de nouveaux équipements. La Totenkopf reçut des chars Panther et Tiger, des véhicules blindés, de l'artillerie automotrice et des armes anti-chars avancées. Cependant, les retards dans la production des nouveaux chars Panther obligèrent à reporter l'opération d'avril à juillet, donnant aux Soviétiques un temps précieux pour fortifier leur défense. Le haut commandement soviétique, alerté de l'offensive imminente par les renseignements britanniques et un réseau d'espionnage dirigé par Richard Sorge, transforma la région de Koursk en une forteresse sans précédent. 8 lignes défensives étagées furent construites jusqu'à 300 km de profondeur. Plus de 400 000 mines furent posées, soit 2 400 par kilomètre carré. 5 000 km de tranchées furent creusées et 20 000 pièces d'artillerie et lance-roquettes furent positionnées. De plus, les Soviétiques massèrent d'importantes réserves stratégiques derrière le front, incluant des corps blindés complets équipés de chars T-34 améliorés. Au total, plus de 1 300 000 soldats, 3 600 chars et 20 000 pièces d'artillerie attendaient l'offensive allemande dans des défenses méticuleusement préparées. Le 5 juillet 1943, après un bombardement d'artillerie massif, l'opération Citadelle débuta. La division Totenkopf, assignée à l'axe central de l'avance sud, parvint initialement à réaliser des percées significatives contre la première ligne défensive soviétique. Ces panzergrenadiers, soutenus par des sapeurs de combat, ouvrirent des brèches dans les champs de mines, tandis que les chars détruisaient les nids de mitrailleuses et les positions anti-chars. Cependant, la profondeur des défenses soviétiques imposa rapidement un rythme épuisant. Chaque kilomètre conquis exigeait une consommation disproportionnée de munitions, de carburant et de vie. Les Soviétiques défendaient farouchement chaque tranchée, se repliant méthodiquement sur les lignes suivantes lorsque nécessaire. L'artillerie soviétique, dirigée par des observateurs bien placés, infligeait constamment de lourdes pertes aux colonnes allemandes. Au troisième jour, la Totenkopf avait avancé d'environ 15 km, capturant des points névralgiques comme la voie ferrée Belgorod-Koursk. Toutefois, le flanc exposé par une avance plus rapide que celle des unités voisines força des pauses pour sécuriser les positions vulnérables. Le 10 juillet, la division traversa la rivière Psel et établit une tête de pont, en préparation de ce que les commandants espéraient être une percée décisive. Le 12 juillet survint le point culminant, lorsque le haut commandement soviétique lança une contre-offensive massive près de Prokhorovka. Environ 850 chars soviétiques, organisés en grande formation, engagèrent frontalement le deuxième corps blindé SS dans des espaces restreints qui neutralisaient l'avantage allemand en communication et en précision à longue distance. La Totenkopf affronta 2 corps soviétiques complets dans un combat chaotique à courte portée. L'intensité de la bataille dépassa toute expérience antérieure. Les chars s'entrechoquaient directement, faute d'espace de manœuvre. Les munitions explosaient spectaculairement à l'impact. Des équipages soviétiques à pied attaquaient les blindés allemands avec des grenades et des mines magnétiques.
Malgré une infériorité numérique d'environ 4 contre 1, la Totenkopf tint ses positions pendant 3 jours de combat ininterrompus. La discipline, l'entraînement supérieur des équipages et les avantages technologiques des chars allemands compensèrent partiellement la supériorité soviétique. Toutefois, les pertes croissantes en hommes et en véhicules érodaient constamment sa capacité de combat. Au 14 juillet, la Totenkopf et les autres divisions SS avaient subi des pertes dévastatrices, perdant plus de la moitié de leurs chars et véhicules blindés. L'offensive avait clairement échoué. Le 17 juillet, Hitler ordonna l'annulation de l'opération Citadelle, redéployant les divisions SS vers le front italien pour contrer les débarquements alliés en Sicile. Sur le plan statistique, la division Totenkopf était partie avec environ 20 000 hommes. À peine 10 000 combattants restaient opérationnels après Koursk. Bien qu'elle ne fût pas techniquement vaincue au sens tactique, la réalité stratégique était incontestable. L'Allemagne avait perdu sa dernière chance de reprendre l'initiative sur le front de l'Est. La bataille de Koursk, enregistrée comme le plus grand affrontement de blindés de l'histoire, marqua un tournant décisif. La guerre de mouvement offensive, base des succès allemands initiaux, cédait définitivement la place à une défense statique et à des retraites tactiques face à une pression soviétique irrésistible. Pour la Totenkopf, Koursk représenta l'apogée de son développement en tant que formation de combat moderne, démontrant sa capacité à exécuter des opérations complexes et à maintenir sa cohésion sous une pression extrême. Cependant, ses qualités militaires n'allaient pas modifier le cours inévitable du conflit. Tandis que l'Allemagne était incapable de compenser ses pertes matérielles et humaines, l'Union soviétique augmentait constamment la production d'équipements et la mobilisation de ses réserves. La dernière année de succès tactiques allemands venait de commencer. Immédiatement après Koursk, sans période de récupération, la Totenkopf fut de nouveau engagée dans des combats défensifs. Aux côtés de Das Reich, elle participa à une série d'actions désespérées pour contenir l'offensive soviétique en direction de Kharkov. Ces 2 divisions SS jouèrent un rôle essentiel en tant que pompiers tactiques déployés en urgence sur les secteurs critiques afin de stabiliser des lignes en effondrement. Tout au long des mois d'août et septembre 1943, elles furent utilisées avec la division d'élite de la Wehrmacht Großdeutschland comme unité d'intervention rapide, se déplaçant sans cesse entre différents points de crise. Cette utilisation reflétait à la fois leur supériorité tactique et la diminution inquiétante des réserves d'unités disponibles pour les contre-attaques locales. En octobre, elles participèrent à la défense réussie de Kryvyi Rog, centre stratégique de communication, de transport et d'approvisionnement pour la Wehrmacht. En novembre, la formation fut officiellement renommée 3e division Panzer SS Totenkopf, reflétant l'augmentation de son composant blindé, bien qu'en réalité elle restait significativement en deçà de l'effectif autorisé. Les combats défensifs se poursuivirent sans interruption durant l'hiver 1943-44, impliquant des reculs constants sous la pression soviétique implacable. En mars 1944, la Totenkopf assura une couverture cruciale lors de la retraite du groupe d'armées sud vers la Roumanie. En tant qu'arrière-garde blindée, elle conserva des positions clés permettant à des formations moins mobiles de s'échapper vers le fleuve Bug, puis vers la région des Carpates. Ces actions défensives, bien que rarement mises en avant dans les communiqués officiels, ont probablement sauvé la Wehrmacht d'une annihilation complète en Ukraine. Le rôle de la Totenkopf, comme force de dernier recours, consolida sa réputation de formation parmi les plus fiables disponibles pour le haut commandement allemand dans des circonstances désespérées. Cependant, chaque retraite réussie signifiait l'abandon de territoires conquis dans le sang 2 ans auparavant, symbole tangible de l'effondrement inexorable de la position allemande sur le front de l'Est. Le crépuscule des fanatiques, la défaite finale de la Totenkopf. L'été 1944 marqua le début de la phase terminale des ambitions allemandes en Europe de l'Est. La marée de la guerre, temporairement contenue par des défenses habiles et des contre-attaques locales, se transforma en un déferlement irrésistible. Le moment décisif survint avec le lancement de l'opération Bagration soviétique le 22 juin, exactement 3 ans après le début de l'opération Barbarossa. Cette offensive massive, mobilisant plus de 2 400 000 soldats et 5 200 chars, anéantit complètement le groupe d'armées centrallemand en Biélorussie. En quelques semaines,
28 divisions allemandes furent détruites. L'avance soviétique, pénétrant de 300 km en profondeur et 500 en largeur, créa d'immenses brèches que les Allemands étaient tout simplement incapables de combler faute de réserve. La catastrophe surpassa Stalingrad en échelle, bien qu'elle ait reçu moins d'attention historique. Pour la Wehrmacht, elle représentait une perte irrécupérable de vétérans irremplaçables et d'équipements vitaux. La Totenkopf, désormais intégrée au 4e corps blindé, affronta l'avalanche soviétique dans le secteur nord. Défendant la zone de Grodno contre la 2e armée soviétique blindée, la division combattit dans une situation d'infériorité numérique d'environ 10 contre 1. Malgré une résistance déterminée, la pression soviétique constante força une retraite progressive vers l'ouest. Le 18 juillet, totalement débordée, la Totenkopf se replia vers Varsovie, où elle rejoignit la division SS Viking pour défendre les approches orientales de la capitale polonaise. Durant cette période, Varsovie se préparait à une insurrection contre les occupants allemands. Le 1er août, tandis que l'armée rouge atteignait les rives orientales de la Vistule, la résistance polonaise lança l'insurrection de Varsovie, espérant une coordination avec l'avance soviétique. Cependant, Staline, par calcul politique, stoppa délibérément l'offensive, permettant aux Allemands d'écraser la rébellion sans intervention. Bien que la Totenkopf ne participât pas directement à la répression dans la ville, principalement confiée à des unités spéciales telles que la brigade d'Irlwanger et la Rona, elle occupait des positions défensives dans les faubourgs orientaux, empêchant les soviétiques de franchir le fleuve pour joindre les insurgés. Cette contenance involontaire contribua indirectement à l'isolement de la résistance polonaise, ultérieurement anéantie par les forces d'occupation. Le front à Varsovie évolua en une bataille extraordinairement sanglante. La Totenkopf fit face à des vagues répétées d'assauts soviétiques, incluant de massives attaques d'infanterie et blindés soutenus par une artillerie écrasante. La tactique défensive consistait à absorber les offensives initiales dans des lignes préparées, lancer des contre-attaques limitées pour reprendre le terrain perdu, puis replier les unités sur des positions secondaires lorsque la situation devenait intenable. Malgré l'efficacité tactique démontrée, la réalité stratégique demeurait évidente. La supériorité soviétique en ressources humaines et matérielles rendait chaque victoire allemande éphémère. Fin août, la Totenkopf avait subi des pertes extrêmement élevées en personnel expérimenté et en équipement irremplaçable. Hitler nota personnellement la performance de la Totenkopf, louant sa capacité à lancer des contre-attaques efficaces malgré des conditions adverses. Cependant, ces capacités résiduelles ne changeaient pas le cours global du conflit. Tandis que les forces alliées avançaient vers les frontières allemandes depuis l'ouest, les offensives soviétiques déferlaient sur l'Europe de l'Est, dépassant la Roumanie, la Bulgarie et une grande partie de la Hongrie. En décembre 1944, la Totenkopf fut déployée, avec la division Viking, dans une tentative infructueuse de briser le siège soviétique autour de Budapest. La capitale hongroise avait été isolée après l'effondrement des défenses roumaines et bulgares durant les mois précédents. Environ 70 000 soldats allemands et hongrois étaient pris au piège dans la ville, condamnés à la reddition ou à l'anéantissement. Les tentatives répétées de soulagement, incluant la participation de la Totenkopf, consommèrent les dernières réserves blindées disponibles dans le secteur sud sans parvenir à atteindre leur objectif. Finalement, les attaques soviétiques massives repoussèrent les forces SS vers la forêt de Bakonie près du lac Balaton, où elles établirent des positions défensives. En mars 1945, Hitler conçut une dernière offensive désespérée, l'opération Frühlingserwachen, réveil de printemps. L'objectif était de reprendre les champs pétrolifères hongrois et d'établir une position défensive durable protégeant Vienne. La Totenkopf, avec d'autres divisions SS d'élite, Leibstandart, Das Reich et Hohenstaufen, formait le noyau blindé de l'attaque. Ces formations, ombres de leur puissance passée mais encore efficaces au combat, représentaient la dernière réserve opérationnelle significative disponible. L'offensive débuta le 6 mars dans des conditions météorologiques déplorables. La pluie incessante transforma le terrain en marécage, limitant sévèrement la mobilité des formations blindées. Malgré les obstacles, la Totenkopf avança initialement de 32 km en territoire soviétique, capturant des positions stratégiques et détruisant des dizaines de chars ennemis. Cependant,
La pénétration en profondeur exposa des flancs vulnérables. Le 16 mars, le 3e front ukrainien du maréchal Tolboukine lança une contre-offensive massive. Les forces soviétiques, numériquement supérieures et soutenues par un bombardement aérien constant, débordèrent rapidement les formations allemandes en attaque. Malgré les ordres explicites de Hitler de tenir les positions à tout prix, les commandants SS autorisèrent une retraite vers l'Autriche. Furieux, Hitler ordonna que les divisions participantes soient privées de leur brassard d'honneur, une insulte symbolique qui provoqua l'indignation parmi les vétérans ayant combattu loyalement durant des années de lutte désespérée. À la fin avril, avec l'effondrement complet du front de l'Est, la Totenkopf ne comptait plus qu'environ 1000 combattants et 6 chars opérationnels. Sous son dernier commandant, Helmut Becker, la division se replia vers Linz, en Autriche. Avec des munitions et des provisions presque épuisées, une résistance prolongée était physiquement impossible. Le suicide de Hitler, le 30 avril, leva le dernier obstacle psychologique à la reddition. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula sans condition. Becker remit les restes de la Totenkopf aux 3e armée américaine, à condition que les gardes du camp de concentration voisin de Mauthausen soient désarmés. Cependant, cet accord fut ignoré et les prisonniers furent transférés à la garde soviétique pour qui l'emblème Totenkopf symbolisait la criminalité suprême. Beaucoup furent exécutés sommairement. Les survivants furent envoyés dans des camps de travail soviétiques en Sibérie, où la majorité périt dans les années suivantes. Pour ceux qui survécurent, le stigmate d'avoir servi dans une formation marquée par des crimes de guerre signifia des décennies de poursuites judiciaires, d'exclusion sociale et un fardeau psychologique indélébile. Héritier de l'horreur, l'héritage mortel de la Totenkopf. L'héritage de la division SS Totenkopf représente une complexité extrême dans l'historiographie militaire moderne. D'un côté, elle démontra des capacités tactiques extraordinaires et une résistance exceptionnelle dans des conditions extrêmes. Au total, 46 soldats reçurent la croix de chevalier, une distinction réservée à une bravoure exceptionnelle au combat. Cependant, ces prouesses militaires restent indissociables de son rôle en tant que responsable de crimes systématiques contre l'humanité. Le lien organique entre la Totenkopf et le système concentrationnaire nazi ne fut pas accidentel, mais fondateur. De sa création jusqu'à sa dissolution finale, la division conserva une philosophie opérationnelle façonnée dans l'administration des camps, un mépris absolu des ennemis idéologiques, une brutalisation méthodique comme outil de contrôle et une vision raciale niant l'humanité fondamentale des adversaires. Cette fusion entre compétences militaires et barbarie idéologique est particulièrement troublante pour les analystes contemporains. Charles Sydnor, historien spécialiste de la Waffen-SS, note « La Totenkopf oblige à affronter la paradoxale coexistence de soldats techniquement efficaces, capables d'actes de bravoure extraordinaires et impliqués simultanément dans des comportements incompatibles avec les traditions militaires occidentales. » Dès les premières actions en Pologne jusqu'au repli final en Autriche, les unités de la Totenkopf commirent de multiples violations des lois de la guerre. Elles exécutèrent systématiquement des prisonniers soviétiques pendant Barbarossa, en particulier les commissaires politiques, conformément à l'ordre des commissaires, Kommissarbefehl, émis par le haut commandement. Dans la région de Bydgoszcz, durant la campagne de Pologne, des éléments du régiment Brandenburg exécutèrent environ 800 civils en 2 jours. En France, outre le massacre de Le Paradis, la division manifesta une sélectivité raciale envers les prisonniers. Tout en acceptant la reddition de soldats français blancs, elle massacrait systématiquement les troupes coloniales marocaines et sénégalaises, jugées racialement inférieures. Des recherches ultérieures documentèrent sa participation à des représailles brutales contre des civils soupçonnés de soutenir les partisans dans les territoires soviétiques occupés. De nombreux villages en Biélorussie et en Ukraine furent entièrement rasés, conformément à la politique de la terre brûlée appliquée lors des retraites. Lors des procès d'après-guerre, notamment au procès Roucha de Nuremberg, des preuves furent présentées concernant la participation du personnel médical de la Totenkopf à des programmes eugénistes illégaux, incluant des stérilisations forcées et une sélection raciale des populations occupées. La division conserva des liens opérationnels avec les Einsatzgruppen, escadrons d'exécution, lors des premières phases de l'opération Barbarossa,
Fritz Knöchlein, officier responsable du massacre de Le Paradis, fut finalement capturé, jugé par un tribunal militaire britannique à Hambourg et exécuté en janvier 1949. Durant son procès, il affirma avoir agi en représailles à l'utilisation supposée de munitions expansives par les Britanniques, une défense rejetée pour absence de preuves. La brutalité de l'incident avait suscité l'indignation même chez des officiers contemporains de la Wehrmacht. Cependant, la majorité des membres de la Totenkopf ne furent jamais poursuivis individuellement pour leurs actions pendant la guerre. Plusieurs facteurs contribuèrent à cette impunité. L'ampleur écrasante de l'effondrement allemand, la destruction systématique des archives dans les dernières phases de la guerre et l'absence fréquente de témoins survivants capables de fournir des témoignages précis. De manière générale, l'ensemble de la Waffen-SS fut déclaré organisation criminelle lors des procès de Nuremberg, une classification qui affecta automatiquement tous les membres de la Totenkopf. Pour les vétérans survivants, les conséquences furent sévères: exclusion permanente des avantages militaires, interdiction d'associations publiques, restrictions légales sur l'affichage de symboles associés et obstacles significatifs à l'emploi dans l'Allemagne d'après-guerre. Les historiens modernes identifient la Totenkopf comme un cas extrême de l'impact idéologique sur une unité militaire conventionnelle. Tandis que d'autres divisions de la Waffen-SS évoluaient vers des formations plus pragmatiques, la Totenkopf conserva son noyau doctrinal intact jusqu'à la fin. L'éducation politique resta un élément formel de l'entraînement même en 1944, alors que la majorité des unités l'avaient abandonné face aux urgences tactiques. Les analystes militaires contemporains soulignent 3 caractéristiques définitoires. Une discipline de fer, la Totenkopf fit preuve d'une cohésion et d'une efficacité remarquables, même dans des conditions catastrophiques comme la poche de Demiansk. Un fanatisme idéologique, une obéissance absolue aux ordres, quel qu'en soit le contenu moral, facilita la commission d'atrocités systématiques contre civils et prisonniers. Une adaptabilité tactique. D'un point de vue strictement militaire, ses performances lors d'opérations défensives complexes et de contre-attaques locales dépassèrent systématiquement les standards moyens de la Wehrmacht après 1943. L'historien militaire Martin Küppers observe: ce qui rendait la Totenkopf efficace en tant qu'unité combattante, une mentalité de nous contre eux, une disposition à faire des sacrifices extrêmes, une confiance absolue dans la légitimité de leur cause, facilitait simultanément leur implication dans des crimes de masse. Ce n'étaient pas des aspects séparables, mais différentes manifestations du même ethos fondamental. Au cours des décennies suivantes, certains vétérans de la Totenkopf tentèrent de reconstruire le récit en séparant les prétendus aspects militaires honorables des excès isolés. Ils organisèrent des réunions, publièrent des mémoires et défendirent à leur service comme celui de soldats conventionnels accomplissant un devoir patriotique. Un vétéran interviewé dans un documentaire ultérieur déclara: « Nous n'avons rien à regretter, nous avons combattu nos ennemis honorablement, avec honneur, courage et foi. » Cependant, des recherches universitaires systématiques fondées sur des archives récupérées, des témoignages contemporains et des documents opérationnels ont établi de manière concluante que la brutalité n'était ni accidentelle ni marginale, mais un élément central de l'identité opérationnelle de la division. L'endoctrinement reçu favorisait directement les comportements criminels envers ceux considérés comme des ennemis du Reich, et la division opéra constamment selon des principes ignorant les conventions internationales établies. Pour les victimes des actions de la Totenkopf, militaires comme civiles, l'héritage demeure douloureusement clair. Les témoignages des survivants britanniques de Le Paradis décrivirent l'indifférence brutale avec laquelle ils furent exécutés après leur reddition. Des survivants polonais de l'insurrection de Varsovie se souvinrent que la présence de formations SS, y compris des éléments de la Totenkopf, dans le périmètre extérieur contribua à l'isolement qui condamna la ville à la destruction. Des communautés de l'Union soviétique où la division opéra conservèrent pendant des générations la mémoire de représailles brutales, d'exécutions sommaires et de destruction de villages entiers. Pour ces victimes et leurs descendants, le débat sur la compétence militaire est totalement secondaire face à la réalité de la souffrance infligée. La Totenkopf incarne le problème central de l'étude du Troisième Reich.
l'impossibilité de séparer les aspects conventionnels des composantes criminelles. Elle ne fut pas simplement une division combattante ayant commis occasionnellement des excès, mais une extension directe de l'appareil terroriste nazi sur le champ de bataille. Son efficacité tactique servait précisément à mettre en œuvre des politiques fondamentalement criminelles du point de vue du droit international. L'historiographie moderne a constamment rejeté les tentatives de romantisation ou de normalisation de la Waffen-SS comme simple force militaire conventionnelle. Les preuves historiques établissent clairement son rôle essentiel dans la mise en œuvre pratique des politiques génocidaires. La Totenkopf, avec ses racines directes dans le système concentrationnaire, représente un cas particulièrement explicite de cette intégration. Pour les générations futures, la division Totenkopf demeure un puissant rappel des dangers inhérents à la subordination totale de l'éthique militaire à une idéologie extrémiste. Son histoire illustre comment des institutions militaires peuvent devenir des instruments de terreur lorsqu'elles abandonnent les limites morales et juridiques fondamentales qui distinguent la guerre légitime de la criminalité organisée. Aujourd'hui, toute analyse complète de la Totenkopf doit reconnaître simultanément la réalité de sa capacité tactique et la nature fondamentalement criminelle de sa mission et de sa conduite. Cette dualité inconfortable résiste à toute simplification, mais exige une confrontation directe si l'on veut tirer des leçons significatives de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire militaire moderne. L'emblème de la tête de mort et des tibias croisés, qui préexistait au nazisme mais fut approprié et transformé par le régime, acquit par les actions de la Totenkopf une signification entièrement nouvelle. Il ne représentait plus le courage face à la mort, mais un régime ayant industrialisé la mort elle-même. Lorsqu'on interrogea les survivants sur la signification de l'insigne, beaucoup conservèrent l'interprétation militaire traditionnelle, la disposition au sacrifice personnel. Pourtant, pour des millions d'êtres humains affectés par les politiques nazies, ce symbole resta à jamais associé à la terreur systématique. En examinant la trajectoire complète de la division Totenkopf, des camps de concentration aux champs de bataille européens, on observe un microcosme du régime nazi lui-même, une combinaison létale d'efficacité organisationnelle, de fanatisme idéologique et de brutalité calculée. Ses succès tactiques et ses échecs stratégiques reflètent un schéma plus large de la guerre allemande. Sa conduite criminelle illustre les conséquences inévitables de l'abandon par une institution militaire de ses restrictions morales fondamentales. L'histoire de la Totenkopf continue de susciter de vifs débats parmi les historiens militaires contemporains. Tandis que certains analystes techniques étudient ses innovations tactiques et sa capacité à opérer efficacement dans des conditions extrêmes, les historiens sociaux et spécialistes de l'Holocauste soulignent la continuité entre la méthode opératoire dans les camps de concentration et la conduite en zone de combat. Pour la société contemporaine, la leçon centrale demeure limpide. L'excellence technique et la compétence organisationnelle, dépourvues de fondements éthiques, mènent inévitablement à la barbarie, indépendamment de la rhétorique utilisée pour les justifier. La division Totenkopf, avec son étrange mélange de discipline militaire exemplaire et de criminalité systématique, reste un avertissement historique sur les dangers extrêmes que court une armée totalement soumise à une idéologie radicale. La plupart des hommes ayant servi dans la Totenkopf ne survécurent pas à la guerre. Pour ceux qui y parvinrent, l'héritage demeura inéluctable. Certains tentèrent de reconstruire des vies anonymes dans l'Allemagne d'après-guerre, dissimulant leurs liens avec cette unité stigmatisée. D'autres maintinrent des contacts à travers des associations semi-clandestines de vétérans, où ils cultivaient une version édulcorée de leur histoire. Indépendamment des récits personnels postérieurs, l'enregistrement historique demeure. La division SS Totenkopf représenta la manifestation la plus explicite de la fusion entre l'appareil militaire professionnel et le programme idéologique nazi. Ses membres ne furent pas de simples soldats malchanceux pris dans la machine de guerre, mais des participants volontaires à une vision rejetant explicitement les limites humanitaires traditionnelles dans la conduite des hostilités. En concluant cette analyse de la division allemande la plus infâme, nous devons rappeler que l'étude des formations militaires controversées sert un objectif plus large que la simple fascination pour les aspects techniques ou tactiques. L'histoire militaire authentique doit confronter directement les dimensions éthiques du conflit armé,
en reconnaissant que la manière dont les sociétés mènent la guerre reflète fondamentalement leurs valeurs essentielles. La Totenkopf, née du terrorisme concentrationnaire et dissoute dans une défaite catastrophique, demeure un témoignage durable des horreurs que les êtres humains peuvent infliger lorsqu'ils sont convaincus de leur supériorité morale absolue sur des ennemis déshumanisés. Son histoire doit être étudiée précisément parce qu'elle illustre les conséquences extrêmes de l'abandon des principes fondamentaux qui distinguent la guerre légitime du terrorisme institutionnalisé. Dans les steppes russes, les forêts polonaises et les champs français où la Totenkopf a combattu, des mémoriaux silencieux rappellent les victimes de son passage. Ces voix réduites au silence, plus que les analyses stratégiques ou les débats tactiques, constituent le véritable legs d'une division dont l'emblème est devenu synonyme du côté le plus sombre de la guerre moderne.